pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir l'avocate spécialiste en droit du travail, Maude Beckers. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord, ce projet de loi, il a été annoncé en novembre dernier par le chef de l'État, Emmanuel Macron. On en connaît maintenant les détails, mais il faut rappeler dans quel contexte. C'était les débuts de l'affaire Weinstein, ces cas de harcèlement sexuel dans le milieu du cinéma à Hollywood. Vous comprenez qu'on ait souhaité mettre en avant cette loi, en faire même une priorité pour le gouvernement, une grande cause nationale, ou est-ce qu'on légifère sous le coup de l'émotion ? On ne légifère pas du tout sous le coup de l'émotion, dans la mesure où, en effet, il y a eu l'affaire Weinstein qui a, si vous voulez, remis sur le devant de la scène les problèmes des violences faites aux femmes, notamment dans les lieux où elles sont soumises à un lien de subordination tels que le cinéma ou le travail. Mais cela fait des années, malheureusement, que l'on voit que les femmes sont victimes de violences sexuelles, notamment sur le lieu de travail, et que rien n'est fait. Donc, c'est une très bonne initiative que de mettre ça au titre des priorités nationales. Maintenant, faut-il encore que le texte soit à la mesure des enjeux. Alors justement, on va en parler. Juste sur une mesure très précise d'abord, puisque c'est vrai que le débat s'est beaucoup focalisé sur ce fameux âge de consentement, de présomption de non-consentement plutôt. Il y a eu 2 cas en fin d'année dernière, de mineurs de 11 ans qui, suite à des rapports sexuels avec des adultes, avaient vu leurs parents porter plainte. Dans un cas pour atteinte, dans l'autre cas pour viol, et ça avait donné lieu d'ailleurs à des décisions de justice assez contrastées, ce qui avait poussé le gouvernement à proposer l'idée d'une présomption de non-consentement. On s'était interrogé sur l'âge, fallait-il décider 13 ans, fallait-il 15 ans, c'est finalement l'âge de 15 ans qui a été retenu, mais on n'est pas véritablement dans la présomption de non-consentement en tant que telle, c'est quelque chose d'assez différent finalement qui ressort du texte aujourd'hui. Oui, le gouvernement a rétropédalé sur ce sujet, puisqu'en effet, il était question, alors à savoir si c'est une bonne chose ou non, ça se débat également, mais en tout cas, ce qui était prévu initialement dans le texte, c'est qu'il y a un seuil en dessous duquel il y avait une présomption irréfragable de relations non consenties, donc de viol. Et on a choisi donc d'aligner ce seuil sur ce qu'on appelle la majorité sexuelle, c'est-à-dire 15 ans. Oui, mais là, visiblement, ce qui s'est fait, c'est en deçà, puisque finalement, le projet de loi n'a pas encore fuité, donc on n'a pas pu encore le lire dans les détails, mais visiblement, ce qui ressortirait, c'est qu'il n'y aurait pas une présomption de non-consentement, mais qu'il y aurait, que les juges devraient prendre en considération le fait que la personne en dessous de 15 ans est donc particulièrement influençable du fait de son jeune âge pour juger qu'il n'a pas consenti. Mais c'était déjà dans les textes. Il y aurait donc une présomption de contrainte, en gros. Tout mineur de moins de 15 ans ayant une relation sexuelle avec un adulte serait présumé comme ayant été contraint, ce qui facilitera effectivement la possibilité d'établir l'agression sexuelle, voire le viol. Vous dites, les juges le faisaient déjà, il n'y a pas besoin de la loi. La loi le faisait déjà. Le problème, c'est que les juges ne le faisaient pas systématiquement, ce qui prouve que nous sommes plutôt dans une problématique de société sexiste qui touche même les magistrats et même parquetiers. Les magistrats n'appliquaient pas la loi. Non, les parquetiers, par exemple, dans l'affaire de Sarah, cette jeune fille de 11 ans, le parquetier aurait pu poursuivre pour viol initialement dès le début en retenant ce qui s'appelle la contrainte morale, puisque la contrainte morale peut résulter dans les textes, et ça depuis 2010, de la différence d'âge entre l'auteur et la mineure. Mais c'est laissé à l'appréciation du juge. C'est laissé à l'appréciation du juge. Et en l'occurrence, sur l'affaire de Sarah, les juges ont compris leur erreur, puisque désormais, ce dossier finalement va être poursuivi et jugé, enfin en tout cas, il va y avoir une instruction qui va être commise sur les faits de viol. Donc en fait, les juges ont bien compris l'erreur qu'ils avaient faite. Donc une affaire au départ qualifiée d'atteinte sexuelle, jugée en tant que telle, et finalement requalifiée en viol. Oui, ça va être requalifié en viol, parce que la loi le permet déjà. Donc en fait, on nous dit qu'on fait un plan national avec des grandes mesures qui vont réformer le droit, sauf qu'on se rend compte que finalement, ce qu'on nous propose est déjà à la hauteur de ce qui existe dans le texte. Donc sur ce point-là, nous sommes à droit constant finalement, et c'est juste une vaste hypocrisie. La création d'un outrage sexiste et sexuel, ça peut être le harcèlement de rue par exemple, ça peut être aussi le cyberharcèlement, ça va être puni d'une contravention de 90 à 750 euros et qui pourra d'ailleurs être porté à 1500 euros en cas de circonstances aggravantes, voire même 3000 euros en cas de récidive. Vous en pensez quoi? Était-ce nécessaire? J'en pense qu'on est au-delà de l'hypocrisie cette fois-ci, on est dans l'escroquerie intellectuelle. Puisqu'en fait, ce que recouvre le harcèlement de rue ou l'outrage sexiste de rue, ce sont en fait les injures, les agressions sexuelles. Or, les injures sont déjà punies dans le code pénal et de façon beaucoup plus importante que ce qu'on nous propose là pour l'outrage sexiste. Une injure à caractère sexiste dans le code pénal à l'heure actuelle
est condamné de 6 mois d'emprisonnement et de 12 500 € d'amende. Donc vous comprenez bien qu'on est bien en deçà avec cette proposition de ce qui existe déjà. Les autres faits dont sont victimes les femmes quand elles parlent de harcèlement de rue, ce sont les agressions sexuelles. J'entendais Léa Salamé sur France Inter ce matin disant que les frotteurs du métro étaient coupables d'outrage sexiste. Non, on est dans la confusion. Les frotteurs de métro sont coupables d'agression sexuelle. Et l'agression sexuelle, c'est 5 ans d'emprisonnement. Donc vous comprenez bien qu'en fait, on est en train simplement de nous dire qu'on crée un nouveau, même pas délit, mais une nouvelle contravention. Qui vient donc alléger les peines, des auteurs. Qui devait déjà être programmée. Donc encore une fois, on est simplement dans la communication, alors qu'on aurait dû agir sur d'autres de cibles qui sont dénoncées depuis longtemps. Justement, notamment le monde du travail. Voilà un cadre que vous connaissez bien, c'est ce que j'allais dire, le droit du travail. Un certain nombre de spécialistes aujourd'hui se plaignent que ces cas de harcèlement-là ne soient pas pris en compte dans le champ de la future loi. Oui, c'est toute la problématique. Les affaires de harcèlement sexuel qui choquent, en règle générale, ce sont en effet les affaires de harcèlement sexuel sous lien de contrainte, sous lien de subordination. Il y a une autorité. Il y a une autorité, il y a la peur de perdre son emploi et donc le milieu du travail est le terreau du harcèlement sexuel en France. C'est là où se passe le harcèlement sexuel en France. Une femme sur 5 dit avoir été victime de harcèlement sexuel, ça relève d'une étude du Défenseur des droits en 2014. En 2018, on nous dit que c'est une femme sur 3. Il y a un salarié sur 5 qui a été témoin de faits de harcèlement sexuel, également sur son lieu de travail. Et il y a également des statistiques qui viennent dire que 40% de ces femmes qui viennent révéler ces faits sont sanctionnées. C'est-à-dire qu'elles sont licenciées par leur employeur qui a connaissance du harcèlement sexuel et qui va les discriminer finalement parce qu'il va les licencier. Et donc, depuis un certain nombre d'années, nous tenons le discours suivant, ceux qui sont spécialistes des violences sexuelles sur le monde du travail, qui est de dire qu'il faut prévenir le harcèlement sexuel dans l'entreprise. C'est une obligation de la part de l'employeur. Il n'y en a que 18% qui le font. Oui. Si on veut prévenir le harcèlement sexuel, il faut le sanctionner de manière importante. Un employeur n'ira pas investir dans une politique de prévention s'il n'est pas sanctionné. Et actuellement, c'est 6 mois de salaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire condamner les personnes ou condamner la personne morale, c'est-à-dire l'entreprise? Condamner l'entreprise. Oui. Condamner l'entreprise. En 2014, il y a eu une proposition de loi qui venait dire que l'employeur qui avait licencié une salariée qui avait révélé des faits de harcèlement sexuel, donc il l'avait discriminé en toute connaissance de cause, devait être condamné à 12 mois de salaire et à un rappel de salaire entre le moment où la personne était licenciée et son jugement. Oui. Ça avait vraiment... ça allait avoir un impact. Et cette proposition-là n'a jamais été réintroduite dans le droit, si ce n'est la loi El Khomri, qui a été un petit peu plus favorable, et les ordonnances Macron l'ont supprimée. Donc on est en train de vous dire que c'est un gouvernement qui prend au sérieux les violences faites aux femmes, notamment au travail, et en même temps, tout ce qui permettait de prévenir le harcèlement sexuel au travail et de le sanctionner, eh bien, on ne fait rien dessus pour pouvoir faire en sorte que les employeurs respectent la loi. Donc c'est en ça que je parle d'escroquerie intellectuelle. Rallonger, il y a quand même, tout n'est pas acheté, rallonger le délai de prescription, par exemple, pour les cas de viol sur mineurs de 20 à 30 ans, instruire, le fait de donner 48 heures pour porter plainte à une personne, 48 ans, pardon, jusqu'à 48 ans à une personne pour porter plainte, et ce temps supplémentaire permettra de prendre en compte le mécanisme de l'amnésie traumatique. Est-ce que ça, c'est pas positif aussi, le fait de permettre justement de prendre en compte les dégâts psychologiques que cause le viol avec la possibilité d'oublier? Bien sûr, quand on le présente de cette manière-là, bien évidemment. Sauf qu'en pratique, c'est pas ce dont se plaignent les femmes actuellement majoritairement. Les cas sont tout de même rares de cette situation où les femmes ont suffisamment d'éléments pour porter plainte 30 ans après et pouvoir avoir gain de cause devant les juridictions. Le problème, ce sont les éléments matériels, les preuves pour pouvoir établir ces cas aussi bien de harcèlement de rue d'ailleurs que de harcèlement au travail? Il y aura toujours cette difficulté-là, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple pour la prescription, encore une fois, hypocrisie, la prescription, on l'allonge au pénal et on sait que ça n'aboutira pas forcément à quelque chose. Par contre, au civil, quand il s'agit d'attaquer les employeurs qui licencient de manière discriminante, cette prescription n'arrête pas de baisser. Elle était de 30 ans, elle est passée à 5 ans, les ordonnances Macron l'ont passée à 1 an. Donc, d'un certain côté, on comprend qu'une femme soit traumatisée et qu'elle puisse mettre longtemps à porter plainte. Par contre, on ne comprend pas qu'elle a besoin d'un petit peu de temps pour attaquer son employeur qui l'a discriminée. Vous voyez, c'est en ça que les mesures ne sont pas cohérentes. Il y a les mesures et puis il y a les moyens. Le gouvernement annonce plus de policiers. Alors, il indique en fait que les policiers du quotidien, les 10 000 policiers du quotidien seront aussi chargés à la fois d'infliger ces amendes dans le cas des harceleurs, mais également de recueillir les plaintes des victimes ou des victimes présumées. Est-ce que ce n'est pas ça aussi, finalement, l'essentiel, davantage de policiers pour constater
pour enquêter, davantage de magistrats également pour instruire les plaintes. Mais il faut davantage de moyens, bien évidemment. Sauf que nous avons également une loi de proclamation de la justice là, qui est également sortie il y a quelques jours, où on assiste à finalement une réforme de la justice. Par exemple, les viols. On nous dit que ça ne sera plus du ressort de la cour d'assises, mais d'un tribunal criminel. Pourquoi ? Parce que ça coûte moins cher en termes d'organisation. Donc, on ne met pas les moyens qui sont nécessaires pour pouvoir avoir une bonne justice, pour une désengorger bonne peut-être police. justement les cours d'assises, non ? Mais désengorger les cours d'assises, s'il y avait suffisamment de magistrats pour pouvoir les tenir et suffisamment de greffiers pour tenir ces cours d'assises, il y aurait une justice satisfaisante pour les justiciables. Sauf que comme il n'y a pas suffisamment de moyens, on essaye de faire des réformes pour finalement gagner de l'argent au bout du compte. Mais bien évidemment, et puis encore une fois, les policiers, on ne va pas en mettre, à mon avis, dans le 8e ou dans le 16e arrondissement, là où ils ne sont pas actuellement. Ils vont rester dans les quartiers populaires et on va finalement avoir ce discours qui est que le harcèlement de rue, il relève des quartiers populaires, alors qu'on sait que c'est une délinquance qui est partagée par tout type de la population. Merci beaucoup, Maud Beckers, d'avoir répondu à nos questions. C'était donc ce projet de loi présenté donc aujourd'hui par la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes et la ministre de la Justice ici en France. Pour